Fait que sans plus tarder, je vais présenter notre conférencier qui va être avec nous aujourd'hui. C'est Mathieu Roy. Mathieu est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est aussi professeur associé au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. En plus de ses activités à portée institutionnelle, il s'intéresse à la salutogénèse, aux approches positives dans le domaine de la santé et des services sociaux et à l'évaluation. Ces recherches des dernières années ont surtout été réalisées en contexte d'urgence sanitaire et visaient le rétablissement psychosocial. Mathieu Roy est impliqué à l'Union internationale pour la promotion et l'éducation à la santé et est membre du groupe de travail mondial sur la salutogénèse. Aujourd'hui, il va nous parler du projet de recherche qu'il avait réalisé sur le travail des agents de milieu auprès des familles estriennes avec les enfants de 0,5 ans. Mathieu, je vais te laisser la parole, fermer mon micro et ma caméra. Merci Claire-Marie. Écoute, c'est une belle introduction. C'est pas moi qui t'avais envoyé ce texte-là. Là. Tu me gênes un petit peu, mais ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir aussi de vous rencontrer ce midi. Est-ce que vous voyez ma présentation? OK, génial. Donc, je vais sauter l'introduction que Claire-Marie vient de faire. Comme Claire-Marie disait, la recherche que je vous présente aujourd'hui, c'est une recherche que j'ai faite avec l'Institut universitaire de première ligne. Peut-être ça a commencé un peu plus il y a un an de ça, mais ça fait peut-être environ un an que c'est fini. Fini, c'est sûr que j'aimerais retourner voir les collaborateurs sur le terrain et puis réfléchir en termes de transfert de connaissances, mais la COVID complique un peu ces interactions-là. Donc, ma présentation s'intitule « Pratique et impact du travail de proximité effectué par des agents de milieu auprès de familles estriennes avec des enfants âgés de 0 à 5 ans ». En Estrie, on a des agents de milieu qui accompagnent des citoyens et puis qui les aident à accéder à des soins ou des services qui pourraient répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, ce sont des intervenants communautaires qui travaillent directement dans la communauté. Donc, il y a là où les gens ont besoin de services et, dans le fond, ils vont rejoindre ces citoyens à l'aide de diverses approches de proximité. C'est un travail qui est relativement complexe, je dirais, puis qui vise non pas la quantité d'interventions dispensées, mais qui focus beaucoup plus sur la qualité, sur créer un lien de confiance avec les individus, donc dans le besoin, évidemment, en tenant compte des besoins de ces gens-là. Même si des agents de milieu existent, pratiquent en fait au Québec depuis plus ou moins 40 ans, étrangement, je dirais que leur pratique est relativement peu documentée et encore moins évaluée. Surtout dans le contexte des familles avec de jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans. Aussi, si les principes généraux, je dirais, du travail de proximité sont connus relativement bien dans les écrits scientifiques, il y a moins d'informations sur les pratiques, je dirais, et les actions concrètes donc des agents de milieu, ainsi que sur les conditions nécessaires, dans le fond, pour que les interventions dispensées produisent des effets dans la vie des gens et dans ces familles-là. Du coup, l'objectif derrière cette recherche était de mieux documenter donc, la pratique des agents de milieu, puis de mesurer son effet sur le développement dans les familles vulnérables. Pour atteindre cet objectif de recherche principal-là, on avait construit 3 objectifs de recherche spécifiques, et puis je vous présenterai les membres de l'équipe tantôt. On voulait tout d'abord dresser donc un portrait du travail de proximité effectué par les agents de milieu dans les différents ARLP de l'Estrie. Là, je vais revenir souvent avec le terme ARLP. Je vais vous les énumérer tantôt aussi, mais retenir qu'à ce stade-ci, qu'un ARLP, c'est un réseau local de partenaires en petite enfance en Estrie.
documenter les effets du travail de proximité effectué là, par les agents de milieu dans les différents ARLP de l'Estrie sur le développement des enfants donc, et les familles qui bénéficient de ces services-là dans la communauté. Puis, on voulait également documenter la nature des collaborations entre les agents de milieu d'une part et puis leurs partenaires. Donc, leurs partenaires, qu'ils soient issus du réseau ou qu'ils soient issus de structures intersectorielles. Puis, on voulait identifier également des barrières et facilitateurs, je dirais, à l'implantation du travail de proximité. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, on a construit, là, je dirais, une structure de recherche, en fait, une structure partenariale qui comprenait là, 3 groupes, un comité aviseur, une équipe de recherche et puis nos partenaires. Le comité aviseur, dans le fond, regroupait l'ensemble des chercheurs et des collaborateurs au projet de recherche, mais incluait également là, 2 parents partenaires. Donc, des parents là, qui avaient déjà, dans le fond, reçu les services de proximité d'un agent de milieu parce qu'ils en avaient eu besoin et qui, à ce moment-là, ou toujours, avaient des jeunes enfants là, à domicile. Les mandats du comité aviseur étaient évidemment là, tout ce qui entoure l'élaboration et la validation du protocole, mais l'idée était de s'assurer que la méthodologie, dans le fond, était adaptée, je dirais, aux diverses réalités locales et régionales. On voulait aussi un soutien pour la réalisation des travaux et puis l'interprétation de nos résultats, puis construire là, un plan de diffusion des résultats et puis de transfert de connaissances appropriées. Ce qui reste un peu toujours à faire, là, étant donné là, que je n'ai pas eu la chance de retourner les voir parce qu'on est tombé en état d'urgence sanitaire, là, mais il faudrait réfléchir à ça. En tout cas, la présentation d'aujourd'hui réactive ça là, dans ma tête. L'équipe de recherche, bien évidemment que c'est ceux là, qui ont mené là, la recherche en tant que telle. J'avais un assistant de recherche à l'époque, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. C'est pas juste mon projet de recherche. J'avais également Chantal Camden là, qui était fortement impliquée dans le dossier. J'avais des chercheurs là, de la santé publique qui connaissaient ces enjeux-là. Puis j'avais des collaboratrices du milieu. J'avais une collaboratrice du milieu communautaire avec moi là, qui était une organisatrice communautaire à ce moment. Donc, ça, c'était l'équipe là, qui roulait le projet. Et nos partenaires, dans le fond, qui étaient les agents de milieu dans les différents réseaux locaux de partenaires en Estrie, des parents. Hein, on voulait intégrer les savoirs contextuels, expérientiels des parents et puis le collectif estrien 0-5 ans là, qui nous a beaucoup soutenus, surtout là, au niveau de l'arrimage, je dirais des communications, tout ce qui était recrutement là, des parents, comme vous verrez, et des partenaires, là, en fait, là, pour aller chercher l'information dont on avait besoin pour nos résultats de recherche. Donc, la méthodologie que l'on a employée, c'est une méthodologie de recherche qualitative. Un devis de recherche exploratoire, là, je dirais, qui comprenait là, 3 différentes collectes de données. Donc, on a procédé à une analyse documentaire donc, dans les différents réseaux locaux de partenaires et puis évidemment dans les écrits scientifiques. On a également là, procédé à des entrevues individuelles et à des groupes de discussion. Donc, au niveau de l'analyse documentaire, je dirais là, que, évidemment, on a fouillé dans les écrits scientifiques, mais beaucoup là, de documents de littérature grise là, nous ont renseigné. C'est quoi un document de littérature grise? Là? En tout cas, moi, la définition que j'utilise, c'est une production scientifique, mais dans le fond, qui n'est pas publiée dans un journal scientifique avec comité de pairs. Donc, il y a beaucoup de matériel qui existe qu'on a été chercher. On a également contacté les réseaux locaux de partenaires estriens pour savoir, eux, est-ce qu'il y avait des documents à l'interne là, qui pouvaient nous être utiles par rapport là, à leur travail. Ça nous a aidé beaucoup là, à répondre à l'objectif 1. Donc, de dresser un portrait là, de leur travail dans les différents réseaux locaux de partenaires en Estrie, mais on a aussi été chercher un peu d'informations par rapport là, à l'effet de leur action et puis au 3e objectif là, qui était les collaborations avec les partenaires. Donc, puis quand on avait là, des retours des différents réseaux locaux de partenaires quant à des documents
qui avaient été produits à l'interne, c'était surtout des comptes rendus, des plans d'action, des outils d'accompagnement, des journaux de bord, des statistiques, etc. Bref, on s'est retrouvé avec 55 documents là, sur lesquels on a fait une analyse documentaire. Au niveau des entrevues individuelles, on en avait planifié 25, on en a réalisé 24. Là, on a eu de la misère à rejoindre un parent là, dans un RLP, malgré 2-3 fois là, qu'on voulait là, procéder à l'entrevue. L'idée était là, de faire 5 entrevues dans 5 réseaux locaux de partenaires en petite enfance estrien, 5 différents. Puis là, à cet égard-là, nos partenaires nous ont beaucoup aidés pour recruter. Hein, parce que dans chacun de ces 5 réseaux locaux de partenaires-là, ce qu'on voulait faire, c'est d'interroger donc un agent de milieu, 2 parents qui ont déjà bénéficié là, des services d'agents de milieu dans leur quotidien. Puis ces parents-là, on ne les connaît pas, il fallait procéder par... je veux dire, les partenaires nous ont permis d'accéder à eux, donc c'était très là, une structure de collaboration. Et puis, on voulait également là, 2 acteurs là, qui connaissent le travail des agents de milieu. Donc, un acteur qui provient du réseau de la santé et des services sociaux, puis un acteur qu'on appelle intersectoriel. Parfois, c'était des acteurs du milieu scolaire, parfois, c'était des acteurs du milieu communautaire, parfois, c'était des acteurs là, du milieu municipal. Donc, on essayait de procéder là, dans 5 différents RLP pour aller chercher ces 5 parties prenantes-là et procéder donc à des entrevues individuelles. Puis au niveau là, des groupes de discussion, on a organisé 3 groupes de discussion avec 3 à 10 participants par groupe. Puis pour augmenter, je dirais, là, la représentativité à l'échelle de l'Estrie, on a construit ces groupes de discussion-là dans 3 autres réseaux locaux là, de partenaires pour en avoir là, une représentativité là, qui était plus proche là, de l'ensemble donc des RLP estriens. Encore une fois, à ces groupes de discussion-là, on mettait autour d'une table des parents, des intervenants du réseau, des intervenants intersectoriels et puis des agents de milieu. Je dirais que les groupes de discussion là, ont surtout été riches en regard là, des barrières et facilitateurs à l'implantation de ce travail de proximité-là et au niveau là, de la nature des collaborations entre tout ce beau monde-là. Puis évidemment qu'on n'aurait pas pu accéder là, donc à ces milieux-là sans l'aide des coordonnatrices là, de RLP qui nous aidaient là, avec le regroupement. Depuis tantôt, je vous parle de réseaux locaux de partenaires. Là, ça, c'est les 11 réseaux locaux de partenaires en petite enfance qu'il y a en Estrie. C'est simplement dire qu'il y en a 11. L'idée, ce n'est pas là, de les apprendre par cœur. Donc, un réseau local de partenaires en petite enfance en Estrie, le découpage de ça suit grosso modo les RLS, là, je dirais, là, mais pas tout à fait. Donc, il y en a 11 au lieu d'en avoir 9 comme les RLS, mais c'est surtout là, des concertations. En fait, ce n'est pas surtout des concertations, c'est des concertations en regard là, de petite enfance. L'idée ici, c'était de vous présenter dans le fond comment le recrutement avait été fait. Là. Vous voyez là, quand même qu'on a réussi là, à aller chercher là, plusieurs là, territoires et puis d'augmenter là, un peu là, notre couverture estrienne. Ça ici, c'est la méthode qu'on a utilisée pour réaliser l'analyse de contenu, donc sur l'ensemble du matériel qualitatif brut là, que l'on a recueilli. L'idée ici, ce n'est pas de vous présenter là, en détail l'analyse de contenu, mais juste dire qu'il y a eu une analyse de contenu complète faite sur l'ensemble de ce matériel-là, donc sur l'ensemble des documents là, de l'analyse documentaire, des verbatims, donc des entrevues individuelles et des groupes de discussion. Donc, un codage ouvert, là, on part de rien et puis on laisse émerger des thèmes. Puis, où je voulais vous amener aussi, c'est qu'une fois qu'on avait là, cette analyse de contenu-là qui était effectuée, une caractéristique là, que j'ai appréciée, c'est qu'on est retourné là, en comité aviseur où on a fait là, quelques séances délibératives, je dirais, là, avec l'ensemble des parties prenantes là,
qui participaient à la recherche pour être certains là, que les résultats là, que l'on proposait, que nos interprétations étaient justes, et puis voir de quelle manière celles-ci pouvaient être enrichies donc, par les partenaires. Donc, notre analyse de contenu a permis d'identifier 3 thèmes, je dirais, ou dimensions principales en regard là, des objectifs 1 et 2. Donc, les objectifs 1 et 2 là, qui étaient de dresser un portrait et puis là, de documenter l'effet de la pratique sur les familles. Bien, il y a 3 thèmes principaux là, qui ont un peu émergé là, de cette analyse de contenu-là. Ces thèmes principaux-là, bien évidemment que c'est les caractéristiques de la population rejointe là, par les agents de milieu. Donc, pour faire le portrait de ces familles-là, les actions concrètes qui sont dispensées par les agents de milieu, puis les impacts perçus finalement des agents de milieu sur les enfants et les familles. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que ces 3 thèmes-là ont été abordés, là, je dirais, dans toutes les sources de données, donc dans l'analyse documentaire, dans les entrevues individuelles et puis dans les groupes de discussion. Au niveau là, des caractéristiques de la population rejointe, ben, là, je ne surprendrai pas grand monde aujourd'hui en disant que les familles là, qui bénéficient là, donc, des services d'un agent de milieu sont généralement des familles qui vivent en situation de vulnérabilité. Sociale, mais également économique, voire les deux. Il y a surreprésentativité en Estrie de familles immigrantes anglophones et ou situées en zone rurale. Donc, c'est des familles qui sont plus isolées, souvent là, de par la langue, l'ethnicité ou la géographie. Ce sont des familles qui sont confrontées là, à des défis persistants et puis interdépendants souvent les uns les autres. Au niveau des parents, on voit beaucoup d'isolement social, de problématiques de santé mentale. Mon agent de recherche à ce moment-là parlait beaucoup d'intergénérationnalité des problématiques. Donc, c'est des familles où il y a des problématiques de la pauvreté qui se passent de génération en génération. C'est des familles où on note une difficulté à répondre aux besoins de base, là, où est-ce qu'il y a de la négligence, beaucoup de monoparentalité, évidemment, les difficultés financières, mais surtout matériel. Il y avait beaucoup de besoins de logement à l'époque, puis c'est sûrement juste pire 1 an maintenant avec tout ce qui se passe là, au niveau de l'immobilier. Un manque de connaissances au niveau des ressources sociales et de santé était signalé, là, une faible littératie, puis évidemment que tout ça se répercutait là, donc, sur le développement des enfants dans ces familles-là. Enfants qui, par ailleurs, manquaient de stimulation, où il y avait des carences qui amenaient des problématiques de santé physique ou mentale, mais surtout des retards développementaux, là, je dirais, là, dans une ou plusieurs sphères du développement. Hein, dans ces familles-là, pas dans ce dossier-là, mais j'ai déjà travaillé un autre projet là, qui traitait du développement global des enfants en Estrie. Ce qu'on voyait, c'était que dans les familles vulnérables, 1 enfant sur 2 arrivait à la maternelle avec au moins un retard dans une des 5 sphères du développement. C'est majeur. Là. Quand la norme devient un retard dans une sphère du développement, en tout cas, moi, ça m'affecte professionnellement et personnellement, je dirais. Et puis, ce qui ressortait, c'est que même lorsque les familles connaissaient les ressources, parce que des fois, les familles connaissaient les ressources, bien, souvent, elles ne demandent pas de l'aide. Elles ont peur d'un jugement. Elles ont peur de perdre leur enfant là, au profit là, de la direction de la protection de la jeunesse. Bref, des parents préoccupés. Puis, tout ça a des répercussions sur le développement global des enfants, c'est sûr. Quand on tombe sur le verbatim, ben, on peut lire des trucs comme quand les parents sont préoccupés, ils sont moins présents auprès de leur enfant, leur présence est moins bonne. Puis évidemment que les enfants entendent tout ça, toutes les chicanes avec les voisins au téléphone, ben, ils sont conscients de ça, les enfants. Au niveau des actions concrètes qui ont été observées et qui ont été dispensées par les agents de milieu, ce qui ressort de ça, c'est que les agents de milieu sont vraiment là, reconnus pour adapter leur intervention, puis répondre de manière différente, mais complémentaire au système de santé et de services sociaux. Là. Ce sont là, des intervenants là, qui deviennent des médiateurs entre les familles et puis le système de santé ou vers d'autres ressources. Là. Les actions principales de ces agents de milieu-là dans les familles, évidemment là, que c'est surtout de créer et maintenir un lien de qualité avec ces familles-là, un lien de confiance.
L'objectif est de faire connaître les services aux familles, mais on ne peut pas faire ça s'il n'y a pas un lien de confiance fort qui s'installe. Les agents de milieu réseautaient avec les familles, mais surtout faisant en sorte que les familles puissent réseauter entre elles. Hein? On vise une création de capital social ici. Beaucoup d'activités pour les mobiliser, donc accompagnement et soutien plus revenaient, mais aussi créer des ponts donc, entre ces familles-là et puis des personnes pivots dans les communautés. Évidemment, référer vers le bon service au bon moment, puis trouver des ressources matérielles en cas de besoin, parce que c'était des besoins là, qui étaient nommés là, à peu près par tout le monde. Comment ils faisaient ça, les agents de milieu? Ben là, ici, là, c'est pas là, je veux dire, ils font ça par différentes approches de proximité, puis je ne prétends pas les connaître là, au complet, ces approches-là, mais on en a relevé plusieurs. Donc, différents types d'approches qui sont probablement mieux connus là, par des intervenants communautaires que moi ou par des gens qui ont étudié en travail social, mais il y avait vraiment une variété d'approches qui permettaient finalement là, de bien intervenir là, dans les milieux. Et puis, ce qui ressort aussi, là, je dirais, là, de leur action, des agents de milieu, il faut mettre en exergue, en majuscule, il faut faire ressortir plus l'importance de l'accompagnement auprès des familles et des jeunes enfants. L'importance de l'accompagnement, pourquoi? Pour diminuer les difficultés des familles, pour réduire la peur vis-à-vis des institutions, pour humaniser les services. Là, ça a été relevé plusieurs fois, pour mettre des noms sur des visages. Donc, tout ça fait en sorte que le niveau de confiance envers les services augmente, que l'on diminue donc les enjeux linguistiques et les difficultés de lecture et d'écriture. Parce que ça, écoute, nous, dans notre taux d'ivoire à l'université, on pense que tout le monde sait lire et écrire, mais c'est fou comment on va sur le terrain, qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux par rapport à ça. Pour pallier à l'accueil psychosocial qui ne fonctionne pas toujours. Hein, c'est pas tout le monde qui se déplace vers les services. Il y a une grande catégorie d'oubliés, j'appelle, puis il ne faut pas oublier d'aller les accompagner. Puis pour favoriser, dans le fond, l'application des recommandations. Bref, l'accompagnement, c'est la clé de la réussite. C'est sûr que la première chose, c'est le lien de confiance, mais si on veut bien intervenir, c'est l'accompagnement qui est fondamental. J'ai trop vu de familles où on a donné une liste d'épicerie, fais ça, puis ma job est faite, mais ça ne donne à rien. Au début, dans le fond, il faut les tenir par la main, faire avec, faire, puis enfin les laisser faire. Le lien de confiance est capital parce que pour rapprocher des familles, ça prend du temps. Puis du temps, ce n'est pas quantifiable. Je veux dire, il ne faut pas le quantifier. Bref, les agents de milieu tentent par tous les moyens. On essaie de se rendre disponible puis d'avoir une présence. Il ne suffit pas juste d'informer. Les gens s'en foutent de l'information souvent. Ce qu'ils veulent, c'est une présence, un visage familier et accueillant. Ils ne connaissent même pas nos fonctions. L'important, c'est qu'en déployant des agents de milieu et en utilisant l'approche de proximité, on crée des liens de confiance. On est ancré dans la communauté auprès des populations qui ont besoin d'accompagnement et de services. Finalement, là, je dirais, quant aux impacts perçus des agents de milieu par les parents et les partenaires, il ressort que leur pratique permet principalement donc de favoriser un meilleur accès aux soins et aux services pour les enfants et les familles, de réduire l'isolation sociale, d'augmenter le capital social des familles, de rehausser l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des parents, surtout là, en regard des habiletés parentales positives, ça a été noté. Le rôle permet d'avoir davantage confiance envers le système de santé et de services sociaux. Puis, les agents de milieu sont souvent décrits comme une soupape pour les familles qui sont en attente de services. Comment tout ça se passe? L'agent de milieu, il accompagne, donc il facilite l'accès aux services. Puis là, une fois qu'il amène l'individu vers le bon service au bon moment, évidemment que ça rehausse le lien de confiance entre les familles et puis le réseau. Tranquillement, les parents reprennent un peu de littératie donc en santé. Être accompagné aussi, ça met les parents en action. Ça permet d'expérimenter des réussites, ça a été dit. Ça permet de rehausser l'estime de soi. Puis évidemment qu'un parent qui a une estime de soi plus élevée, ça va avoir une répercussion directe sur le développement de son enfant.
L'agent de milieu va briser l'isolement, va créer des réseaux d'entraide, donc création de capital social puis de sentiment d'appartenance à sa communauté. C'est toutes des ressources positives qui permettent finalement là, de mettre les parents en action et puis d'augmenter leur niveau de contrôle qu'ils exercent sur leur propre vie. Ah oui, j'ai un petit verbatim. Donc, il y a des parents qui disaient, c'est comme les pommes, je ne serais pas allé toute seule. Tu t'en vas là, il y a une gang, c'est le fun d'y aller. Tu te retrouves que tu n'es pas toute seule avec tes enfants qui racontent d'autres enfants. Même chose pour les soupers de Noël parce que nous, une fois, on n'avait rien à Noël, puis là, on a fait une activité, puis tu te sens accueilli. On a aussi demandé quelle est la valeur ajoutée donc, du travail de proximité effectué par les agents de milieu versus les autres intervenants là, qui font un peu là, dans le même genre d'approche. Ben, les agents de milieu et les partenaires nous répondent que les agents de milieu, ben, ils ne répondent pas de la même manière, ils ne travaillent pas de la même manière, il n'y a pas de tenue de dossier, l'approche est plus informelle, puis c'est plus une perspective d'accompagnement, je dirais, une perspective de compréhension des besoins. C'est des gens qui parlent le même langage que les parents, qui vont respecter le rythme des familles, qui vont préparer donc lentement les familles à entrer en contact avec les services, puis qui vont les rejoindre d'une manière que les autres intervenants ne font pas. Ah oui, ben, c'est quelqu'un qui dit elle fait partie du réseau social du parent, c'est sa chum. Les parents, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que les agents de milieu, ce qu'ils notent, c'est que l'humanité. Ils ne sont pas là pour l'argent, ils ne sont pas là pour le travail, ils sont là pour l'humanité. Ils ont une attitude qui est complètement dénuée de jugement. Ça, les parents nous le rapportent. Ils rapportent leur savoir-être, le temps qu'ils prennent avec eux, leur rôle de défenseur des parents vis-à-vis les services. Hein. Les agents de milieu vont parler pour eux quand les parents ne savent pas quoi dire ou comment le faire. Le lien de confiance là, donc, qui s'incruste. Donc, tu sais, il y a une passe où je n'allais pas bien du tout. Elle, à la place que je le dise au service, elle a pris la parole pour moi parce que sinon, je partais en sanglots. Elle a dit aux autres services, elle ne file pas, sans mettre le couteau dans la plaie, sur un ton pour que le monde comprenne que je ne vais pas bien. Elle comprenait que je n'allais pas bien parce qu'elle me voit. Les autres me voient juste une fois, ils ne savent pas ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça, c'est quelque chose que les parents mettent de l'avant. Pour l'objectif 3 maintenant, là, qui était de documenter la nature des collaborations entre les agents de milieu d'une part et leurs partenaires, puis les barrières et facilitateurs. L'analyse de contenu nous a permis aussi d'identifier 4 barrières, 3 facilitateurs à l'implantation du travail de proximité avec les familles, puis aussi 4 déterminants d'une bonne collaboration interprofessionnelle entre les agents de milieu, puis leurs partenaires. Au niveau des barrières à l'implantation du travail de milieu, ben, on les a regroupées en 4 grands types. Il y avait des barrières organisationnelles, des barrières familiales, des barrières liées à l'agent de milieu, puis des barrières externes, là, plus macro. Au niveau là, des barrières organisationnelles, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une méconnaissance du travail de l'agent de milieu par les partenaires. Une barrière, c'est sûr que c'est le temps requis également là, pour créer et maintenir un lien de confiance. À cette époque-là, c'était le financement du travail de proximité des agents de milieu. Je suis sûr qu'un an après, on est encore là, dans cette difficulté-là aussi. C'était la communication qui était parfois difficile avec les partenaires, donc que ce soit des partenaires du réseau ou des partenaires communautaires, intersectoriels. La reconnaissance institutionnelle de l'agent de milieu aussi. Au niveau des barrières familiales, évidemment que ça allait surtout là, au niveau des expériences antérieures des familles. Si les familles avaient déjà vécu des expériences négatives, donc avec des intervenants, évidemment que c'était plus dur d'installer un travail de proximité parce qu'il y avait méfiance. Au niveau du travail de l'agent de milieu, qu'est-ce qui ressortait là, par ghettoisation des groupes? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y avait danger donc, de stigmatiser les familles encore plus en les soutenant, alors que l'idée, c'est plus de les décloisonner donc, sur la communauté. Puis, au niveau des barrières externes, là, c'est des barrières un peu plus macro, là, style politique et économique.
Au niveau des facilitateurs, on les a regroupés en 3 catégories. Les qualités de l'agent de milieu, la nature de son travail, puis si tantôt on avait des barrières organisationnelles, là, on en a. Là, on a des facilitateurs aussi à cet égard-là. Évidemment que les qualités de l'agent de milieu, là, à peu près toutes ces particularités sont des facilitateurs à l'implantation d'une relation de confiance. Donc, sa capacité à cibler les familles, sa disponibilité, le respect du rythme, son caractère non menaçant, la nature et le rôle de son travail. De par son travail, il faut qu'il soit présent, visible dans le quartier, il faut que les gens le connaissent. C'est des gens qui connaissent la dynamique d'un quartier, qui connaissent les non-dits, les histoires de ce quartier-là, donc qui vont être capables de se rendre disponibles au bon endroit, au bon moment. Bien, tout ça, c'était des facilitateurs là, à l'implantation d'une action de proximité. Au niveau là, des facilitateurs organisationnels, il a été la question d'une structure non bureaucratique et non hiérarchique là, qui était très aidante, puis une bonne collaboration interprofessionnelle. En parlant d'une bonne collaboration interprofessionnelle, on a là, aussi pu extirper de notre analyse de contenu 4 déterminants d'une bonne relation, d'une bonne collaboration interprofessionnelle entre les agents de milieu et puis les partenaires. Évidemment, il faut que les interactions, il faut que les communications soient positives. Parce que quand les relations donc, sont positives entre les agents de milieu puis les partenaires, ben, ça va inévitablement avoir un effet positif envers les familles que l'on dessert. Il faut que tout le monde fonctionne ensemble pour co-construire des activités familiales. Hein? Dans le fond, il faut mettre en action les familles. Et puis, quand on met en action les familles, il faut qu'il y ait des expériences là, qui soient organisées avec les agents de milieu et les partenaires. Il faut que tout le monde co-intervienne ensemble parce que la collaboration de tous ces gens-là est fondamentale pour bien desservir les familles. Puis, ce qui était également là, noté, c'est que les agents de milieu, il faut qu'ils soient connus et puis vus des partenaires parce que souvent les partenaires les connaissent moins. Donc, il y a un besoin de se présenter, d'assister aux réunions puis d'être connecté avec eux. Ces rencontres-là font en sorte que des deux côtés, on apprend à se connaître et finalement à mieux intervenir ensemble. Ça fait un peu le tour là, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je dirais là, que nos résultats nous ont permis là, d'affirmer que les agents de milieu sont essentiels pour rejoindre les familles en situation de vulnérabilité et les jeunes enfants, donc dans ces familles-là, que leurs pratiques ont des impacts indirects sur les enfants, hein, que ce soit par l'autonomisation des parents, donc des meilleurs parents, évidemment, vont mieux intervenir auprès de leurs enfants, vont être plus confiants de le faire. Leurs pratiques vont également avoir un impact direct sur les familles, donc en réduisant l'isolement, je dirais, là, entre les enfants et la communauté. On a également là, identifié des facteurs qui vont agir positivement ou négativement sur l'implantation du travail de proximité d'un agent de milieu. Ben, il faut tirer profit, je dirais, là, des facilitateurs et puis tenter de réduire les barrières. Même chose au niveau là, des déterminants d'une bonne collaboration interprofessionnelle. Bref, nos résultats suggèrent que les agents de milieu aident à réduire les inégalités de santé, aident le système de santé et de services sociaux à bien remplir son mandat légal de responsabilité populationnelle. Pour ça, ben, on pense que ce type de travail de proximité-là doit être encouragé, soutenu et pérennisé. Je vous remercie là, de m'avoir écouté. Je vais prendre des questions, mais je vais juste là, stopper la vidéo parce